Alors qu'il marchait dans les jardins d'un complexe de luxe, le millionnaire s'est figé en voyant la bague de la jardinière. C'était la même qu'il avait offerte à sa bien-aimée, présumée morte depuis 29 ans. Le soleil de Provence se levait doucement sur les champs de lavande, qui s'étendaient à perte de vue autour du domaine de la lavande. François Delacroix observait ce paysage depuis la terrasse de sa suite, une tasse de café fumant entre les mains à 55 ans. Cet homme aux tempes grisonnantes portait le poids de 3 décennies de solitude dans son regard fatigué. « Monsieur Delacroix ». La voix douce de l'hôtesse d'accueil le tira de ses pensées. « Votre petit déjeuner est servi quand vous le souhaitez. »« Merci. »« Sophie. Je descends dans un moment. »« Sophie. » Ce prénom lui serra le cœur comme chaque fois qu'il l'entendait. Amélie lui manquait terriblement, surtout ici, dans cette région qu'ils avaient rêvé de visiter ensemble. 29 ans déjà depuis l'accident. 29 longues années à construire un empire pour oublier qu'il n'avait plus personne avec qui le partager. François enfila une veste légère et décida de faire sa promenade matinale habituelle. Depuis son arrivée au resort 3 jours plus tôt, ces moments de solitude dans les jardins étaient devenus son refuge. Il avait besoin de cette paix, de ce silence qui contrastait avec l'agitation perpétuelle de ses affaires parisiennes. Les allées parfaitement entretenues serpentaient entre les massifs de roses et les haies de buis taillées avec une précision toute française. L'air embaumait la lavande et le jasmin, ce parfum qui lui rappelait si cruellement Amélie. Elle adorait les jasmins. Il lui en offrait un bouquet chaque vendredi, sans exception. « Bonjour, monsieur ». François s'arrêta net. Une jeune femme était agenouillée près d'un parterre de pivoine. Un sécateur à la main, ses cheveux châtains étaient soulevés en un chignon négligé, quelques mèches rebelles encadrant son visage concentré. Elle ne devait pas avoir plus de 30 ans. « Bonjour, mademoiselle. Vous vous occupez magnifiquement de ces jardins. » La jeune femme leva les yeux vers lui, et François sentit son cœur manquer un battement. Ses yeux d'un bleu-vert si particulier, exactement comme ceux d'Amélie, mais ce n'était pas seulement le regard, la forme du visage, la courbe délicate des sourcils, même cette façon de pencher légèrement la tête quand elle souriait. « Merci beaucoup. Je m'appelle Élise Garnier. Je suis la jardinière principale du domaine. François Delacroix, enchanté. » Élise se releva, époussetant ses mains couvertes de terre sur son tablier. C'est à ce moment-là que François l'aperçut. Suspendu à une fine chaîne dorée autour du cou de la jeune femme, brillant doucement dans la lumière matinale, un pendentif qu'il reconnut instantanément, le sang se retira de son visage, ses jambes se mirent à trembler, le rang de saphir bleu, enchâssé dans un écrin d'or blanc travaillé à la main, cette forme si particulière, ces pierres d'un bleu profond comme l'océan, c'était impossible, absolument impossible. « Monsieur, ça va ?» Élise le regardait avec inquiétude. « Vous êtes tout pâle. » François ne pouvait détacher ses yeux du pendentif. C'était le même, exactement le même, la bague de fiançailles de son arrière-grand-mère, transformée en pendentif par le bijoutier de la rue de la Paix. Il l'avait offerte à Amélie pour ses 24 ans, 2 mois avant l'accident. Elle ne s'en séparait jamais. « Votre collier ?» balbutia-t-il. « Il est magnifique. Où l'avez-vous trouvé ?» Élise porta instinctivement la main à son cou, effleurant les saphirs. « Oh, celui-ci, il m'appartient depuis toujours. Enfin, depuis que je suis toute petite. C'est tout ce que j'avais quand on m'a amenée à l'orphelinat. » L'orphelinat. François sentit le monde tourner autour de lui. Oui, les sœurs de la Charité à Marseille. Je n'ai jamais connu mes parents. Ce pendentif était apparemment dans mes affaires de bébé. Elle sourit tristement. C'est mon seul lien avec ma vraie famille, j'imagine. François dut s'appuyer contre un pilier de pierre pour ne pas s'effondrer. Cette jeune femme avait 29 ans, l'âge qu'aurait eu l'enfant d'Amélie si elle avait survécu. Ses yeux, ce visage, et maintenant ce pendentif unique au monde. « Excusez-moi » murmura-t-il. « J'ai un appel important. » Il s'éloigna rapidement, laissant Élise perplexe au milieu de ses fleurs. Une fois dans sa chambre, François s'effondra dans le fauteuil près de la fenêtre. Ses mains tremblaient incontrôlablement. Amélie était enceinte de 5 mois quand elle avait trouvé la mort sur cette route de campagne. Les médecins lui avaient assuré qu'elle et le bébé n'avaient pas souffert. L'impact avait été si violent que la voiture avait pris feu immédiatement. Il n'était rien resté à enterrer, à part quelques débris carbonisés et ses papiers d'identité miraculeusement préservés. Thierry,
son meilleur ami et associé à l'époque, s'était occupé de tout. Il était arrivé sur les lieux avant les secours, avait identifié le corps, géré les formalités. François était trop détruit pour s'occuper de quoi que ce soit. Mais ce pendentif était censé être mort avec elle. François se leva brusquement et composa un numéro sur son téléphone portable. « Bonjour, je voudrais parler à Maître Dubois. »« C'est François Delacroix. »« Oui, c'est urgent. » En attendant qu'on lui passe son avocat, François ne quittait pas des yeux la fenêtre qui donnait sur les jardins. Élise était toujours là, agenouillée parmi les pivoines, inconsciente du bouleversement qu'elle venait de provoquer dans la vie d'un homme qu'elle ne connaissait pas. 29 ans, des yeux bleu-vert, le pendentif de saphir d'Amélie, et cette ressemblance troublante qui lui donnait la chair de poule. « Maître Dubois, j'ai besoin de vos services pour une enquête discrète mais approfondie. Il s'agit de retrouver des informations sur une adoption. » « Oui, je sais que c'est confidentiel. C'est exactement pour cela que je vous appelle. » François raccrocha et retourna à la fenêtre. Élise avait disparu, ne laissant derrière elle que le parfum entêtant des jasmins qui flottaient dans l'air matinal. Pour la première fois depuis 29 ans, François Delacroix sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, une émotion qu'il avait crue morte et enterrée avec Amélie, l'espoir, un espoir fou, impossible, mais qui grandissait de minute en minute. Et si elle avait survécu, François ne parvint pas à avaler une seule bouchée de son petit déjeuner. L'image d'Élise et de ce pendentif de saphir tournait en boucle dans son esprit. Il devait en savoir plus. Mais comment aborder le sujet sans paraître suspect ou indiscret? Vers 10 heures, il retourna dans les jardins, feignant de s'intéresser aux différentes variétés de roses. Élise était maintenant près de la roseraie, taillant méticuleusement les buissons avec une précision d'artiste. « Bonjour, mademoiselle Garnier », dit-il en s'approchant. « J'espère que vous me pardonnez ma réaction bizarre de ce matin. J'ai eu un malaise passager. »« Oh, ce n'est rien du tout. » Élise lui sourit chaleureusement. « Il fait déjà très chaud pour la saison. Vous devriez boire plus d'eau et éviter de marcher aux heures les plus chaudes. » Cette sollicitude naturelle, cette façon de s'inquiéter pour autrui. Amélie avait exactement la même attitude bienveillante. François sentit sa gorge se serrer. « Vous avez raison. Dites-moi, vous travaillez ici depuis longtemps. 3 ans maintenant. J'ai commencé comme simple apprentie jardinière. Et Monsieur Blanchard, le directeur, m'a promue l'année dernière. » Elle rayonnait de fierté. « J'adore ce métier. Les plantes, c'est ma famille, en quelque sorte. Votre famille. » François saisit l'ouverture. Le sourire d'Élise se voila légèrement. « Oui, enfin, comme je vous l'ai dit ce matin, je n'ai pas vraiment connu de famille traditionnelle. Les sœurs de la charité ont été formidables. Ne vous méprenez pas. Sœur Marie-Claire était comme une mère pour moi, mais... » Elle s'interrompit, regardant ses mains gantées. « Mais ce n'est pas pareil, » compléta François doucement. « Exactement. Vous savez, parfois je me demande d'où je viens vraiment. Qui étaient mes parents? Pourquoi m'ont-ils abandonné ?» Sa voix se brisa légèrement. « Désolée, je ne devrais pas vous embêter avec mes histoires. Vous ne m'embêtez absolument pas. Au contraire. » François s'assit sur un petit banc de pierre près de la roseraie. « Racontez-moi, si vous en avez envie, bien sûr. » Élise hésita un moment, puis posa ses outils et s'assit à côté de lui, gardant une distance respectueuse. « Je suis arrivée à l'orphelinat quand j'avais à peine quelques mois. Les sœurs m'ont dit qu'un homme m'avait déposé une nuit en disant que mes parents étaient morts dans un accident. Il avait laissé ce pendentif avec moi. » Elle effleura de nouveau les saphirs. « Et aussi une petite couverture brodée avec mes initiales. » Le cœur de François s'emballa. « Mais votre nom, c'est Garnier. C'est le nom que les sœurs m'ont donné. Elles ont choisi Élise parce que ça commençait par « E », comme sur la couverture. Mais le « M », elles n'ont jamais su ce que ça voulait dire. Mon deuxième prénom, peut-être, ou le nom de famille de ma mère. » François ferma les yeux. Élise Moreau. Si Amélie avait survécu, si elle avait accouché, leur fille se serait appelée Élise Moreau. Ils en avaient parlé des heures entières, allongés dans leur lit, imaginant leur future famille. « Monsieur Delacroix, vous êtes sûr que ça va ? » « Oui, oui. Continuez, s'il vous plaît. Vous disiez qu'il y avait une couverture. »« Oui, brodée main, très belle, très délicate. Je l'ai encore d'ailleurs. C'est tout ce qui me reste d'avant ?» Élise sourit tristement. « Parfois, j'ai l'impression d'avoir des souvenirs, vous savez, ou plutôt des sensations.
une voix qui chantait, toujours la même mélodie, et une odeur de jasmin qui me donne envie de pleurer sans que je comprenne pourquoi. François eut l'impression qu'on venait de lui planter un couteau dans le cœur. Amélie chantait tout le temps, cette berceuse provençale que sa grand-mère lui fredonnait étant petite, et les jasmins, son parfum préféré depuis toujours. Cette mélodie, vous vous en souvenez? Élise rougit légèrement. Vous allez me trouver idiote. Mais, parfois, quand je travaille seule dans les jardins, je la fredonne. C'est bizarre, non? Comment peut-on se souvenir d'une chanson qu'on a entendue bébé? Pas du tout. La mémoire émotionnelle est très puissante, surtout chez les enfants. Vous pourriez me la chanter. Élise le regarda avec surprise. Oh non, je chante faux comme une casserole. Et puis, c'est juste quelques notes. S'il vous plaît, j'aimerais beaucoup l'entendre. Quelque chose dans le ton de François. Une urgence contenue, poussa Élise à accepter. Elle fredonna doucement, presque dans un murmure, une mélodie simple et mélancolique. François reconnut immédiatement l'air. Loup Roussignou. Le rossignol, en provençal, la berceuse qu'Amélie chantait en caressant son ventre pendant sa grossesse, promettant à leur bébé qu'elle lui chanterait cette chanson tous les soirs. Il dut détourner le regard pour qu'Élise ne voie pas les larmes qui montaient à ses yeux. « C'est très joli », parvint-il à articuler. « N'est-ce pas ? Parfois j'ai l'impression que cette mélodie me raconte une histoire. Comme si elle portait un message que je n'arrive pas à déchiffrer. » Élise se leva et reprit ses outils. « Bon, je vais vous laisser profiter du jardin. J'ai encore beaucoup de travail. » « Élise, attendez. » François se leva à son tour. « Cette couverture brodée dont vous parliez, vous l'avez vraiment conservée. Bien sûr, elle est dans ma chambre, au village. Pourquoi ? Simple curiosité, vous savez. J'ai perdu quelqu'un de très cher il y a longtemps, et parfois on s'accroche aux objets qui nous rappellent les êtres aimés. » Élise le regarda avec une compassion sincère. « Je suis désolée pour votre perte. C'était votre épouse. Ma fiancée. Elle est morte enceinte de notre premier enfant. » Les yeux d'Élise s'emplirent de larmes. « Oh, monsieur Delacroix, c'est terrible. Je suis vraiment désolée. Merci, c'était il y a très longtemps. » François marqua une pause. 29 ans, exactement. Élise eut un imperceptible sursaut. 29 ans. Son âge, je ne sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire, mais peut-être pourriez-vous me montrer cette couverture un jour. J'ai l'impression qu'elle pourrait m'aider à comprendre certaines choses. Élise hocha la tête. Troublée par l'émotion qu'elle percevait chez cet homme distingué, bien sûr, si cela peut vous aider d'une façon ou d'une autre, François la remercia et s'éloigna vers le château, l'esprit en ébullition. Chaque détail concordait. L'âge, la ressemblance physique, le pendentif, les initiales UEM, la berceuse provençale, les souvenirs olfactifs du jasmin. Il sortit son téléphone et composa de nouveau le numéro de Maître Dubois. « C'est encore moi. J'ai besoin que votre enquête soit encore plus approfondie que prévu. Je veux tout savoir sur l'orphelinat des Sœurs de la Charité à Marseille, et particulièrement sur les arrivées d'enfants en bas âge il y a 29 ans. Tous les registres, tous les témoignages possibles. » Il raccrocha et leva les yeux vers les collines de Provence, où Amélie et lui avaient rêvé de construire leur bonheur. Et si le cauchemar de sa vie n'était en réalité qu'un mensonge soigneusement orchestré, le lendemain matin, François était debout avant l'aube. Il avait à peine fermé l'œil de la nuit, l'esprit obsédé par les révélations d'Élise. À cette heure précise, son téléphone sonna. « Maître Dubois à l'appareil. J'ai quelques informations préliminaires qui pourraient vous intéresser. Je vous écoute. » L'orphelinat des Sœurs de la Charité à Marseille a effectivement accueilli un bébé de sexe féminin il y a 29 ans. Date d'arrivée, le 15 novembre 1994, âge estimé, 3 mois, aucun nom de famille fourni, juste le prénom Élise brodé sur une couverture. François sentit son cœur battre la chamade. Le 15 novembre 1994, exactement 2 mois après l'accident d'Amélie, qui l'a amené. C'est là que ça devient intéressant, selon les registres. Un homme d'une 40aine d'années, bien habillé, parlant avec un accent parisien, il a prétendu être un ami de la famille et a expliqué que les parents étaient morts dans un accident de voiture. Il a laissé une somme d'argent considérable pour les soins de l'enfant. A-t-il donné son nom ? Oui, Monsieur Marchand, Thierry Marchand. François lâcha son téléphone qui s'écrasa sur le carrelage de sa chambre. Thierry, son ancien associé, son meilleur ami,
celui qui l'avait consolé après la mort d'Amélie, qui s'était occupé de toutes les formalités. « Monsieur Delacroix, vous êtes là ?» François ramassa l'appareil d'une main tremblante. « Oui, oui, je suis là. Vous êtes sûr de ce nom ? » ?»« Absolument. J'ai une copie du registre sous les yeux. Thierry Marchand, domicilié à Paris à l'époque. Voulez-vous que je pousse l'enquête plus loin ? » ?»« Oui, je veux tout savoir sur cet homme, ses finances, ses déplacements, tout ce que vous pourrez trouver sur la période 1994-1995. » François raccrocha et s'effondra dans son fauteuil. Thierry savait. Thierry avait toujours su. Mais pourquoi avoir menti ? Pourquoi avoir fait croire qu'Amélie et le bébé étaient en mort ? Une pensée terrifiante lui traversa l'esprit. Et si Amélie aussi avait survécu, à 100 km de là, dans une ferme isolée des Alpilles, Thierry Marchand regardait les informations du matin d'un air distrait. À 68 ans, il avait gardé une prestance certaine malgré ses cheveux entièrement blancs. Ses yeux gris scrutaient l'écran sans vraiment le voir. Sophie entra dans le salon, portant un plateau avec le petit déjeuner. Ses cheveux châtains, désormais parsemés de fils d'argent, étaient tirés en arrière. Elle portait une robe simple, ses mains fines tremblaient légèrement, effet secondaire des médicaments que Thierry lui donnait depuis tant d'années pour stabiliser son état. « Voici votre café, Thierry », dit-elle d'une voix douce mais absente. « Merci, ma chérie. Comment te sens-tu ce matin ?» Sophie fronça les sourcils, comme si elle cherchait la réponse à une question complexe. « J'ai encore fait ce rêve. Un homme brun avec des yeux verts. Il me tendait des fleurs et... » Elle porta la main à sa tempe. « Et puis je me réveille avec cette douleur dans la tête. » Thierry se leva immédiatement et prit Sophie dans ses bras. « Ce ne sont que des cauchemars, mon amour. Le docteur Ravier t'a expliqué que ces flashbacks sont normaux après un traumatisme comme le tien. Tu ne dois pas t'en préoccuper. Mais cet homme, il me semble si familier. C'est ton imagination qui te joue des tours. Tu sais bien que François est mort dans l'accident. Tu étais avec lui dans la voiture. Tu t'en souviens ?» Sophie hocha la tête docilement. Mais une ombre de doute traversa son regard. « Oui, oui, bien sûr. Pardonne-moi. Je dis n'importe quoi. » Thierry la serra plus fort contre lui. Après 29 ans, Sophie, il l'avait toujours appelée ainsi depuis qu'elle avait perdu la mémoire, était devenue dépendante de lui. Les médicaments, l'isolement, les mensonges répétés avaient fait leur effet. Elle ne se souvenait plus de sa vie d'avant, seulement de fragments épars qu'il s'empressait de réinterpréter. « Va te reposer, ma chérie. Je dois passer quelques coups de fil pour le travail, une fois seule. » Thierry composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Bernard, c'est Thierry Marchand. Oui, ça fait longtemps. Écoute, j'ai besoin que tu surveilles discrètement quelqu'un pour moi, François Delacroix. Comment ça, tu le connais? Il est dans tous les journaux financiers. Évidemment. Bon, il séjourne actuellement au domaine de la lavande en Provence. Je veux savoir tout ce qu'il fait, avec qui il parle, tout. » Thierry raccrocha, l'angoisse au ventre. François à Aix-en-Provence, si près de leur petite ferme cachée, si près de Sophie, et si près d'Élise. Il ne pouvait pas être là par hasard, pas après toutes ces années. François roulait vers Marseille, dans sa Mercedes de location. Il avait besoin de voir l'orphelinat de ses propres yeux, de parler aux sœurs qui avaient élevé Élise. Chaque kilomètre qu'il éloignait du domaine de la lavande lui pesait, mais il devait connaître la vérité. L'orphelinat des Sœurs de la Charité se dressait dans le quartier du Panier, un bâtiment austère du XIXe siècle, aux murs de pierre blanche. François sonna à la lourde porte en bois. « Bonjour, je souhaiterais parler à la sœur responsable. C'est au sujet d'une ancienne pensionnaire. Sœur Marie-Claire, une femme d'une 60aine d'années au regard bienveillant, le reçut dans un petit bureau spartiate. Élise Garnier, bien sûr que je me souviens d'elle. C'était une enfant si douce, si attachante. Elle vous a parlé de nous. En quelque sorte, je m'intéresse aux circonstances de son arrivée ici. » Le visage de la religieuse se ferma légèrement. « Puis-je vous demander en quelle qualité ?» François sortit sa carte de visite. « Je suis un homme d'affaires. Disons que j'ai des raisons de penser qu'Élise pourrait être liée à ma famille. Monsieur Delacroix, nous ne pouvons pas divulguer d'informations confidentielles sur nos anciens pensionnaires, même devenus adultes. Sœur Marie-Claire, je comprends votre position, mais imaginez qu'un enfant ait été séparé de sa famille suite à un malentendu, à un mensonge. N'auriez-vous pas envie de réparer cette injustice ?» La sœur hésita, touchée par la sincérité évidente de François. L'homme qui l'a amenée,
Il y avait quelque chose d'étrange chez lui. Il était très pressé, très nerveux, et quand nous lui avons demandé des détails sur la famille de l'enfant, il s'est montré évasif. Vous rappelez-vous de quoi il avait l'air? Grand, distingué, la quarantaine, il portait un costume très cher et une montre en or. Il avait les cheveux châtains et les yeux gris. Elle marqua une pause. Et il y avait cette odeur. Quelle odeur? De l'eau de toilette masculine, très forte, très envahissante, comme s'il en avait mis trop pour masquer autre chose. François hocha la tête. Thierry avait toujours eu cette habitude d'abuser du parfum. Sœur Marie-Claire, cette petite fille, avait-elle des marques particulières, des signes distinctifs? Oh oui, elle avait une petite tache de naissance sur l'épaule droite, en forme de papillon, très mignonne d'ailleurs, et puis ses yeux si particuliers, bleu-vert, comme l'eau de la Méditerranée. François ferma les paupières. Amélie avait exactement la même tache de naissance. Il l'avait embrassée 1000 fois, cette petite marque en forme de papillon qu'elle trouvait disgracieuse et qu'il trouvait adorable. « Monsieur, vous allez bien? Vous êtes tout pâle. Pardonnez-moi. Une dernière question. Avez-vous gardé des archives de cette époque? Des photos, des documents? Nous conservons tout, mais je ne peux pas. S'il vous plaît, si Élise est vraiment ma fille, j'ai le droit de savoir. » Le « ma fille » avait échappé à François. Révélant malgré lui la profondeur de sa conviction, sœur Marie-Claire le regarda longuement, puis se leva. « Attendez-moi ici. » Elle revint quelques minutes plus tard avec un dossier cartonné. « Voici ce que nous avons conservé, quelques photos de la petite Élise, la couverture brodée dont elle nous a parlé, et, ceci, elle sortit une petite enveloppe jaunie. L'homme avait laissé cela, en demandant qu'on le remette à Élise quand elle serait majeure. Mais elle est partie de chez nous à 18 ans, et nous avons perdu sa trace pendant quelques années. » François ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, une simple feuille de papier avec quelques mots écrits à la main. « Pour Élise, tu sauras un jour d'où tu viens. T.M. » L'écriture de Thierry, François la reconnaissait entre mille. Il remercia la sœur et quitta l'orphelinat, le cœur battant. Toutes les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant une vérité qui le terrifiait autant qu'elle l'emplissait d'espoir. Thierry avait menti, sur tout. Mais pourquoi? De retour au domaine de la lavande en fin d'après-midi, François ne tenait plus en place. Les révélations de l'orphelinat confirmèrent ses soupçons les plus fous, mais soulevaient encore plus de questions. Il fallait qu'il revoie Élise, qu'il lui parle de ce qu'il avait découvert. Mais comment aborder un sujet si délicat sans la traumatiser? Il la trouva près de la fontaine centrale, en train d'arroser les massifs de lavande. Le soleil couchant donnait à ses cheveux châtains des reflets dorés qui lui rappelaient cruellement Amélie. « Bonsoir, Élise. » Elle se retourna, surprise de le voir de retour si tard. « Monsieur Delacroix, je pensais que vous étiez parti pour la journée. Vous avez l'air préoccupé. Je reviens de Marseille. J'ai rendu visite à votre ancien orphelinat. » Élise lâcha son arrosoir, interloquée. « Vous avez fait quoi? Mais pourquoi ?» François s'approcha lentement, choisissant ses mots avec précaution. « Élise, je dois vous dire quelque chose d'important. Ce pendentif que vous portez, il appartenait à ma fiancée décédée. C'est un bijou unique, créé spécialement pour elle. Il n'en existe qu'un seul au monde. » Le visage d'Élise se vida de ses couleurs. « C'est impossible. Ce pendentif est à moi depuis ma naissance. Justement, ma fiancée était enceinte quand elle est morte. Si notre enfant avait survécu, elle aurait aujourd'hui exactement votre âge. » Élise recula d'un pas, portant instinctivement la main à son cou pour protéger les saphirs. « Vous pensez que je suis... Je ne sais pas encore, mais j'ai parlé à sœur Marie-Claire. L'homme qui vous a amené à l'orphelinat s'appelait Thierry Marchand. C'était mon associé et mon meilleur ami à l'époque. » Les jambes d'Élise se mirent à trembler. Elle s'assit lourdement sur le rebord de la fontaine. « Je ne comprends pas. Pourquoi aurait-il menti, si j'étais vraiment votre fille? Pourquoi ne pas vous l'avoir dit? C'est exactement ce que je compte découvrir. » François s'assit à côté d'elle, respectant sa détresse visible. « Élise, je ne veux pas bouleverser votre vie, mais si ma théorie est juste, cela signifierait que votre mère pourrait être encore vivante quelque part. » Élise éclata en sanglots. « Vivante, mais alors pourquoi m'a-t-elle abandonnée? Pourquoi ne m'a-t-elle jamais cherchée? Peut-être qu'elle ne le sait pas. Peut-être qu'on lui a fait croire que vous étiez morte. »
Cette possibilité frappa Élise comme une gifle. Toute sa vie, elle avait imaginé des parents qui ne l'avaient dit pas voulu, qui l'avaient abandonné par choix. L'idée qu'ils puissent avoir été séparés contre leur volonté changeait tout. Cette tache de naissance que vous avez sur l'épaule, continua François doucement. En forme de papillon, ma fiancée avait exactement la même. Élise le regarda avec des yeux ronds. Comment savez-vous que j'ai cette tache ? Sœur Marie-Claire me l'a dit. Elle se souvenait de tous les détails de votre arrivée. Un long silence s'installa entre eux, troublé seulement par le murmure de l'eau dans la fontaine. Élise semblait lutter contre des émotions contradictoires. Ces rêves que je fais parfois, murmura-t-elle finalement. Il y a cette femme aux cheveux châtains qui me chante la berceuse provençale, et puis un homme aux yeux verts qui lui sourit. Vous avez les yeux verts, monsieur Delacroix. François sentit sa gorge se serrer. Comment était cette femme dans vos rêves ? Belle, très douce. Elle sentait le jasmin et elle avait toujours l'air triste, comme si elle avait perdu quelque chose d'important. Élise leva les yeux vers lui. Vous pensez que c'était ma mère ? Je ne sais pas encore, mais je vais tout faire pour le découvrir. Cette même nuit, François ne parvenait pas à dormir. Il était 3 heures du matin quand son téléphone sonna. Maître Dubois, malgré l'heure tardive. Pardonnez-moi de vous appeler si tard, mais j'ai découvert quelque chose d'énorme. J'ai épluché les dossiers de l'accident de votre fiancé. Il y a des incohérences majeures. Quel genre d'incohérences ? D'abord, le rapport de police. Il indique que Thierry Marchand était le premier témoin sur les lieux, arrivé même avant les pompiers. Étrange pour quelqu'un qui était censé être à Paris ce jour-là. François se redressa dans son lit. Continuez. Ensuite, j'ai retrouvé le garagiste qui s'est occupé de l'épave. Il se souvient très bien de cette affaire. Selon lui, les dégâts sur la voiture n'étaient pas compatibles avec la version officielle de l'accident. Comment ça ? L'impact principal était sur le côté conducteur. Pas de face, et il y avait des traces de peinture d'un autre véhicule sur la carrosserie, comme si elle avait été percutée volontairement. François sentit le sang se glacer dans ses veines. Vous pensez que ce n'était pas un accident ? C'est possible. Mais le plus troublant, c'est la suite. Le garagiste affirme que le corps retrouvé dans la voiture était dans un état trop avancé de carbonisation pour permettre une identification formelle. Pourtant, Thierry Marchand a immédiatement confirmé qu'il s'agissait de votre fiancé. Comment pouvait-il en être si sûr ? Bonne question. Et voici le détail qui change tout. Le garagiste a gardé des photos de l'épave pour son assurance. Je les ai récupérées. Sur l'une d'elles, on voit clairement l'habitacle. Il n'y a aucune trace d'un siège bébé ou d'affaires d'enfant. François n'arrivait plus à respirer. Qu'est-ce que vous insinuez ? Que si votre fiancée était vraiment enceinte de 5 mois au moment de l'accident, et si elle était bien dans cette voiture, alors le bébé n'y était pas. Ce qui signifie soit qu'elle avait déjà accouché, soit qu'elle était partie sans l'enfant, soit qu'elle n'était pas dans la voiture du tout. Exactement. François raccrocha, l'esprit en ébullition. Si Amélie n'était pas morte dans cet accident, si elle avait survécu, où était-elle depuis 29 ans et pourquoi Thierry avait-il orchestré cette mise en scène ? À 4 heures du matin, Thierry Marchand était réveillé par la sonnerie de son téléphone. Bernard, son homme de confiance, l'appelait de Provence. « Thierry, j'ai de mauvaises nouvelles. François Delacroix a passé la journée à fouiner partout. Il est allé à l'orphelinat de Marseille. Il a parlé aux sœurs. » Thierry se leva d'un bond, prenant soin de ne pas réveiller Sophie qui dormait à côté de lui. Qu'est-ce qu'elles lui ont dit ? Je ne sais pas exactement, mais il est ressorti de là avec des documents, et ce soir, il a eu une longue conversation avec la petite jardinière. Ils avaient l'air très émus tous les deux. Thierry ferma les yeux. Après 29 ans, son monde parfaitement orchestré était en train de s'effondrer. Continue à le surveiller. Et surtout, préviens-moi s'il se dirige vers les Alpilles. Vers les Alpilles. Pourquoi ? Contente-toi de le surveiller, Bernard. Thierry raccrocha et se dirigea vers la fenêtre de la chambre. Dans le lit, Sophie murmurait dans son sommeil. Agitée par un cauchemar, elle répétait sans cesse le même prénom. François, François. Il s'approcha d'elle et lui caressa doucement les cheveux. Même dans son sommeil, même après tant d'années de conditionnement, elle continuait à l'appeler, comme si une partie d'elle résistait encore à l'emprise qu'il exerçait sur son esprit. « Chut, ma chérie !» murmura-t-il. « Ce ne sont que des rêves. François est mort, tu te souviens ? Tu étais avec lui dans la voiture. Mais pour la première fois depuis des années,
Sophie ne se calma pas à ces paroles. Au contraire, elle s'agita davantage. Comme si son subconscient luttait contre les mensonges qui l'emprisonnaient depuis si longtemps, Thierry prit une fiole de somnifère liquide dans la table de nuit et en versa quelques gouttes dans le verre d'eau posé sur la commode. Il réveillerait Sophie dans quelques heures pour qu'elle boive son médicament du matin. Il ne pouvait pas perdre Sophie. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'il avait sacrifié pour la voir. Même si pour cela, il devait faire disparaître François une bonne fois pour toutes. François n'avait pas fermé l'œil de la nuit. À l'aube, il était déjà debout, consultant frénétiquement les documents que Maître Dubois lui avait transmis par email, les photos de l'épave, les témoignages contradictoires, les zones d'ombre dans l'enquête. Tout pointait vers une seule conclusion. Thierry lui avait menti depuis le début. À 8 heures, son téléphone sonna de nouveau. « Monsieur Delacroix, j'ai trouvé quelque chose d'important. Une femme du nom de Sophie Blanchard vit depuis 29 ans dans une ferme isolée des Alpilles. Elle a été prise en charge médicalement par le même docteur depuis tout ce temps. Un certain docteur Ravier. Le plus intéressant, c'est que les frais médicaux sont réglés par une société appartenant à Thierry Marchand. » François laissa tomber sa tasse de café qui se brisa sur le sol de marbre. « Vous avez une adresse ? » ?»« Oui. Mais monsieur Delacroix, cette femme est apparemment sous traitement psychiatrique lourd. Elle vit en reclusion totale. Si c'est vraiment votre fiancé, son état mental pourrait être très fragile. Donnez-moi cette adresse, tout de suite, 1 heure plus tard. » François roulait vers les Alpilles, le cœur battant à tout rompre. La ferme se trouvait au bout d'un chemin de terre, perdu au milieu des oliviers et des chênes lièges. Une vieille bâtisse provençale aux volets bleus, entourée d'un jardin fleuri, mais visiblement négligé. François gara sa voiture à distance et observa la maison avec des jumelles. Tout semblait paisible, trop paisible, comme si le temps s'était arrêté dans cette petite vallée oubliée du monde. Soudain, la porte d'entrée s'ouvrit. Une femme sortit, portant un panier en osier. Elle se dirigea vers un petit potager sur le côté de la maison. François ajusta ses jumelles et manqua s'évanouir. C'était elle, 29 ans plus tard, vieillie, amaigrie. Mais c'était bien Amélie. Ses cheveux châtains étaient plus courts, parsemés de fils d'argent, et sa démarche semblait moins assurée qu'autrefois. Mais ce visage, ces gestes gracieux, cette façon particulière de pencher la tête quand elle réfléchissait, il aurait pu la reconnaître entre mille. Les larmes coulèrent sur ses joues, sans qu'il puisse les retenir. Amélie était vivante, après 29 ans de deuil, de culpabilité, de nuits blanches à pleurer sa mort. Elle était là, vivante, à quelques mètres de lui. Mais pourquoi semblait-elle si fragile ? Pourquoi ce regard absent, cette lenteur dans ses mouvements ? Et surtout, pourquoi ne l'avait-elle jamais contactée ? François observa Amélie pendant plus d'1 heure. Elle s'occupait de son potager avec des gestes mécaniques, comme quelqu'un qui accomplit une tâche routinière sans y penser. Parfois, elle s'arrêtait, portait la main à sa tempe et semblait lutter contre une douleur invisible. Vers 10 heures, une Citroën noire remonta l'allée. François reconnut immédiatement le conducteur. Thierry Marchand, plus âgé, les cheveux blancs, mais toujours cette prestance arrogante qu'il lui connaissait. Thierry sortit de sa voiture et se dirigea vers Amélie. François le vit la prendre dans ses bras, lui caresser les cheveux, lui parler doucement. Amélie se laissait faire, docile, mais François percevait une raideur dans son attitude, comme si elle subissait plus qu'elle n'acceptait ses démonstrations d'affection. Ils entrèrent ensemble dans la maison. François attendit quelques minutes, puis s'approcha discrètement. Les fenêtres étaient ouvertes à cause de la chaleur, et il pouvait entendre des bribes de conversation. « Pris tes médicaments ce matin, ma chérie. »« Oui, comme d'habitude. Mais j'ai encore eu ce rêve, Thierry. Cet homme aux yeux verts qui me tendait jasmin. » François sursauta. Elle rêvait encore de lui, après toutes ces années. « Sophie, nous en avons déjà parlé. Ces rêves sont des séquelles de ton accident. Le docteur Ravier t'a expliqué que ton cerveau invente parfois des souvenirs qui n'ont jamais existé. Mais ils semblent si réels. Et cette chanson qu'il fredonne, cette berceuse provençale. Mon amour, tu confonds. C'est moi qui te chante cette berceuse. Depuis ton accident, depuis que je m'occupe de toi. » François serra les poings. Thierry mentait effrontément, manipulant une femme visiblement fragilisée psychiquement. « Thierry, parfois j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose d'important.
comme si j'avais oublié une partie essentielle de ma vie. Sophie, arrête de te torturer avec ces idées noires. Tu as tout ce qu'il te faut ici. Tu as moi. Tu as cette belle maison. Ce jardin que tu aimes tant. Mais avant l'accident, qu'est-ce que je faisais avant? Qui étais-je vraiment? Un silence pesant s'installa. François tendit l'oreille. Tu étais avec François Delacroix, un homme cruel qui t'avait promis le mariage, mais qui s'apprêtait à te quitter pour une autre. C'est pour ça que tu as voulu fuir cette nuit-là. Tu étais enceinte, terrifiée, et tu as pris la voiture en pleine tempête. Et le bébé? Qu'est devenu mon bébé? François entendit Thierry soupirer profondément. Tu as perdu le bébé dans l'accident, ma chérie. Je sais que c'est douloureux, mais il faut que tu acceptes cette réalité. François et le bébé, ils appartiennent au passé, moi, je suis ton présent et ton avenir. François dut se retenir de faire irruption dans la maison pour étrangler Thierry de ses propres mains. Chaque mot était un mensonge, une manipulation cruelle pour maintenir Amélie sous son contrôle. « Je vais chercher tes médicaments », entendit-il Thierry dire. « Tu as l'air agité aujourd'hui. »« Non, pas maintenant. J'ai envie de marcher un peu dans le jardin. »« D'accord, mais ne t'éloigne pas trop. Tu sais que tu t'égares facilement quand tu es fatigué. » François vit Thierry ressortir de la maison et remonter en voiture. Avant de partir, il lança un regard inquiet vers les collines environnantes, comme s'il soupçonnait une présence hostile. Une fois seule, Amélie retourna dans son jardin. François attendit que la voiture de Thierry disparaisse au loin, puis prit une décision qui pourrait changer le cours de sa vie. Il contourna la propriété et s'approcha du portillon du jardin. Amélie était agenouillée près d'un massif de jasmin, exactement comme dans ses souvenirs d'autrefois. Le parfum enivrant des fleurs blanches flottait dans l'air tiède. « Excusez-moi, madame !» Amélie sursauta et se retourna, quand elle vit François. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle porta la main à sa poitrine, comme si son cœur s'était arrêté de battre. « Vous ?» balbutia-t-elle. « Vous êtes l'homme de mes rêves. » François s'approcha lentement, les larmes aux yeux. « Amélie, c'est moi, c'est François. »« Non, c'est impossible. François est mort. Thierry me l'a dit. Je l'ai vu mourir dans l'accident. Amélie, regarde-moi bien, regarde mes yeux. Tu ne te souviens pas de cette cicatrice sur mon sourcil. Tu l'embrassais chaque matin en te réveillant. » Amélie fixa la petite cicatrice, vestige d'une chute de vélo pendant l'enfance. Ses yeux se remplirent de larmes et ses mains se mirent à trembler. « Non, non, ce n'est pas possible. Thierry dit que mon cerveau me joue des tours. Amélie, écoute-moi, je ne suis pas mort. Je t'ai cherché pendant des années. Thierry nous a séparés. Il t'a menti sur tout. Notre bébé, notre petite Élise, elle est morte dans l'accident. » Non, mon amour. Élise est vivante. Elle a 29 ans. Elle est belle comme tu l'étais à son âge. Et elle porte encore le pendentif de saphir que je t'avais offert. Amélie chancela, et François la rattrapa de justesse. Dans ses bras, elle tremblait comme une feuille. « Élise, vivante, » murmura-t-elle. « Oui, et si tu me fais confiance, si tu me laisses t'aider, nous pouvons enfin retrouver notre famille, tous les trois. » Pour la première fois depuis 29 ans, Amélie regarda François avec autre chose que de la confusion. Une lueur de reconnaissance, fragile mais réelle, s'alluma dans ses yeux bleu-vert. « François, mon François, tu es vraiment revenu. Je ne t'ai jamais quitté, mon amour. C'est Thierry qui nous a volé notre vie. Mais maintenant, je vais tout faire pour te ramener à la maison. » François tenait Amélie dans ses bras, sentant à travers ses tremblements toute la fragilité de cette femme brisée par 29 ans de manipulation. Elle s'accrochait à lui comme à une bouée de sauvetage. Mais il voyait bien qu'elle luttait encore contre les mensonges ancrés dans son esprit. « François, si tu es vraiment vivant, pourquoi ne m'as-tu jamais retrouvée ? Parce que je croyais que tu étais morte, mon amour. Thierry m'a montré l'épave calcinée, les papiers d'identité retrouvés dans les décombres. Il m'a juré que tu avais péri dans l'accident avec notre bébé. » Amélie fronça les sourcils, une douleur familière vrillant ses tempes. « Mais moi, je me souviens de l'accident. J'étais avec toi dans la voiture. Nous nous sommes disputés. Tu voulais me quitter ? Non, Amélie, nous ne nous sommes jamais disputés. Tu étais enceinte de 5 mois. Nous préparions notre mariage pour le printemps suivant. Nous étions heureux. C'est faux. Thierry m'a tout expliqué. Tu m'avais dit que tu ne voulais pas de cet enfant, que...
François prit doucement le visage d'Amélie entre ses mains. « Mon amour, regarde-moi dans les yeux et dis-moi si tu vois un homme capable d'abandonner la femme qu'il aime enceinte de son enfant. » Amélie scruta ses yeux verts, ses yeux qu'elle voyait dans ses rêves depuis tant d'années, une partie d'elle-même, la partie que Thierry n'avait jamais réussi à détruire complètement. Reconnaissait cet amour inconditionnel qu'elle y lisait. Je ne sais plus quoi penser. Le bruit d'un moteur qui remontait l'allée les fit sursauter. Thierry revenait déjà. François serra la main d'Amélie. « Fais-moi confiance, quoi qu'il dise. Ne le laisse pas te convaincre que ce que tu ressens en me voyant n'est pas réel. » Amélie hocha la tête. Mais François voyait bien qu'elle était terrifiée. La Citroën noire s'arrêta devant la maison, et Thierry en sortit, les bras chargés de courses. Il ne les avait pas encore vus. « Sophie, où es-tu, ma chérie ?» François fit un pas en avant, se plaçant entre Thierry et Amélie, quand son ancien ami l'aperçut. Le choc fut si violent qu'il lâcha ses sacs de provisions. François, son visage devint livide. « Comment as-tu trouvé cet endroit ? Bonjour Thierry, ou devrais-je dire « Bonjour, kidnappeur ?» Thierry jeta un regard paniqué vers Amélie, qui se tenait derrière François, visiblement bouleversée. « Sophie, rentre dans la maison. » Tout de suite. « Elle ne s'appelle pas Sophie, » gronda François. « Elle s'appelle Amélie Moreau, et c'est la femme que j'aime depuis 32 ans. Tu délires. Sophie a perdu la mémoire dans l'accident. Elle ne se souvient de rien de sa vie d'avant, parce que tu l'as droguée pendant 29 ans pour qu'elle ne se souvienne de rien. » Thierry s'avança vers eux, les poings serrés. « Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Sophie était mourante quand je l'ai trouvée sur cette route. Je l'ai sauvée. Je me suis occupée d'elle quand toi, tu étais bien tranquillement à Paris à bâtir ton petit empire. En me faisant croire qu'elle était morte, en me montrant de faux papiers d'identité, en me volant 29 ans de ma vie, François sortit de sa poche les documents que lui avait transmis Maître Dubois. J'ai les preuves, Thierry, l'enquête bâclée, les témoignages falsifiés, les incohérences dans le rapport d'accident, et surtout, j'ai retrouvé notre fille. Votre fille, Thierry pâlit encore davantage. Élise, celle que tu as abandonnée à l'orphelinat en prétendant que ses parents étaient morts, elle porte encore le pendentif de saphir d'Amélie. Amélie poussa un cri étouffé. Élise, notre petite Élise est vivante. Thierry se tourna vers elle, désespéré. Sophie, ne l'écoute pas. Il ment. Il essaie de te manipuler comme il l'a toujours fait. Arrête de l'appeler Sophie. François explosa. Son nom est Amélie, et tu vas nous expliquer pourquoi tu as détruit nos vies. Pourquoi ? Thierry éclata d'un rire amer. Tu veux vraiment savoir pourquoi ? Il se mit à faire les 100 pas, comme un animal en cage. Parce que je l'aimais depuis le premier jour. Parce que quand tu l'as rencontrée, moi j'étais déjà fou d'elle. Mais elle n'avait Dieu que pour toi. Le brillant François Delacroix, avec son charme et ses grands projets. Amélie recula. Terrifiée par la violence qui émanait soudain de l'homme qu'elle croyait être son sauveur, j'ai tout essayé pour qu'elle me remarque. Continua Thierry, les yeux brillants de rage. J'ai été patient, attentionné, dévoué, mais rien. Elle était obsédée par toi, même enceinte. Elle ne parlait que de votre avenir ensemble, de cette famille parfaite que vous alliez construire. Alors tu as décidé de me tuer ? Dit François d'une voix glaciale. Oui, j'avais tout organisé. L'accident sur cette route de montagne. Ton corps qui aurait disparu dans le ravin, Amélie aurait eu besoin de réconfort. J'aurais été là pour l'aider à surmonter sa peine. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Thierry s'arrêta de marcher, le regard dans le vague. Non, Amélie a découvert mon plan. Elle t'a appelé cette nuit-là pour te prévenir, puis elle a pris sa voiture pour te rejoindre et fuir avec toi. Je l'ai suivie, j'ai essayé de l'arrêter. Tu l'as percutée volontairement. Je voulais juste la faire s'arrêter, mais elle a perdu le contrôle. La voiture a fait plusieurs tonneaux. Thierry se tourna vers Amélie, des larmes dans les yeux. Tu étais inconsciente, couverte de sang. J'ai cru que tu étais morte. Amélie portait les mains à sa tête, des images fragmentaires commençant à refaire surface. Je me souviens de tes phares dans mon rétroviseur. J'avais peur, quand j'ai réalisé que tu respirais encore, continua Thierry sans l'écouter. J'ai eu une illumination. Tu avais une commotion cérébrale grave. Tu ne te souvenais de rien. J'ai inventé l'histoire de l'accident qui avait tué François.
J'ai falsifié les preuves, j'ai soudoyé les témoins. Et le bébé ?» demanda François, la voix étranglée. « Elle a accouché prématurément à cause du choc. Une petite fille, je ne pouvais pas la garder. Elle aurait été un rappel constant de toi. » Amélie s'effondra en sanglots. « Tu as abandonné ma fille. Tu m'as fait croire qu'elle était morte. Je t'ai protégée, j'ai pris soin de toi. Pendant 29 ans, j'ai été le mari que François n'a jamais su être. » François s'avança vers Thierry. Fou de rage. « Tu appelles ça de l'amour. Tu as détruit sa vie. Tu l'as droguée, manipulée, séquestrée. Je l'ai aimée plus que tu ne l'aimeras jamais. Non, Thierry, tu l'as possédée. Ce n'est pas la même chose. » Amélie se redressa soudain, une détermination nouvelle dans les yeux. « Assez, assez de mensonges. » Elle se tourna vers Thierry. « Tout ce temps, toutes ces années où tu prétendais m'aimer, tu savais que François était vivant quelque part et qu'il me pleurait. Tu savais que ma fille grandissait sans moi et tu as laissé faire. Sophie, je ne suis pas Sophie. Je suis Amélie, Amélie Moreau. Et cet homme, elle désigna François. Cet homme est le père de mon enfant et l'amour de ma vie. » Thierry la regarda comme si elle venait de le gifler. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'as rien fait pour moi. Tu as tout fait pour toi, par égoïsme, par obsession maladive. » Thierry sembla se tasser sur lui-même, réalisant soudain que son monde parfaitement construit était en train de s'écrouler. « Amélie, tu ne peux pas me quitter. Tu es tout ce que j'ai. Tu aurais dû y penser avant de détruire nos vies. » François s'approcha d'Amélie et lui prit la main. « Viens, il est temps de rentrer à la maison. Il est temps de retrouver notre fille. » Amélie hocha la tête et se dirigea vers la maison pour récupérer ses affaires. Thierry les regarda s'éloigner, son visage exprimant un mélange de désespoir et de rage. Il n'avait pas dit son dernier mot. Le trajet vers le domaine de la lavande se fit dans un silence lourd d'émotion. Amélie était assise à côté de François, regardant défiler le paysage provençal comme si elle le voyait pour la première fois. Ses mains tremblaient encore légèrement, effet des médicaments que Thierry lui administrait depuis tant d'années. « François, j'ai peur », murmura-t-elle soudain. « Peur de quoi, mon amour ? De la rencontrer, et si elle me rejette, si elle ne peut pas me pardonner de ne pas l'avoir cherchée ?» François prit sa main dans la sienne. « Amélie, elle ne sait même pas que tu existes. Thierry lui a fait croire que ses parents étaient morts. Elle va être bouleversée, mais surtout heureuse de découvrir qu'elle a une mère qui l'aime. Comment peux-tu en être sûre ? Je ne la connais pas. Je n'ai pas été là pour ses premiers pas, ses premiers mots, ses chagrins d'adolescente. » Les larmes coulaient sur ses joues. François arrêta la voiture sur le bas-côté et la prit dans ses bras. « Nous avons perdu 29 ans, c'est vrai. Mais nous en avons peut-être encore 40 devant nous. Et puis, regarde. » Il sortit son téléphone et montra à Amélie une photo qu'il avait prise discrètement d'Élise dans les jardins. « Regarde comme elle te ressemble. Regarde ses gestes, sa façon de pencher la tête. C'est toi à 29 ans. » Amélie fixa la photo. Le souffle coupé, la ressemblance était saisissante. Cette jeune femme avait ses yeux, sa bouche, même cette façon particulière de sourire. « Elle est belle », chuchota-t-elle. « Elle est magnifique, et elle a hérité de ta gentillesse, de ta générosité. Quand tu la verras avec les plantes, avec la nature, c'est exactement comme toi. » Amélie essuya ses larmes et hocha la tête. « D'accord, allons-y. » Élise était en train de tailler les rosiers près de l'entrée principale. Quand elle vit la Mercedes de François se garer, elle fut surprise de voir qu'il n'était pas seul. Une femme d'une 50aine d'années l'accompagnait. Une femme aux cheveux châtains avec quelques filles d'argent, vêtue simplement d'une robe estivale bleue. « Bonjour, monsieur Delacroix, » dit-elle en s'approchant. « J'espère que votre journée s'est bien passée. » François semblait extraordinairement ému. La femme qui l'accompagnait la regardait avec des yeux ronds, comme si elle voyait un fantôme. « Élise, j'aimerais vous présenter quelqu'un de très important. » La femme s'avança lentement, les larmes aux yeux. Élise remarqua qu'elle tremblait légèrement. « Bonjour, Élise, » dit-elle d'une voix douce et mélodieuse. « Je suis Amélie. Enchantée, madame. Vous êtes une amie de monsieur Delacroix. » Amélie et François échangèrent un regard. Comment annoncer une nouvelle pareille ? « Élise, » commença François. « Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier, à propos du pendentif,
De ma fiancée décédée? Oui, bien sûr. Eh bien, il s'avère qu'elle n'était pas décédée. Amélie était ma fiancée il y a 29 ans. Élise fronça les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. Et alors, François inspira profondément. Élise, Amélie était enceinte quand elle a eu son accident. Elle a survécu, mais on lui a fait croire que son bébé était mort. En réalité, ce bébé a été placé dans un orphelinat. Ce bébé, c'était vous. Le sécateur glissa des mains d'Élise et tomba sur le gravier. Elle regardait alternativement François et Amélie, comme si elle essayait de comprendre une langue étrangère. « Qu'est-ce que vous dites ?» Amélie s'approcha doucement. « Élise, je suis votre mère. » Le monde d'Élise bascula, ses jambes se mirent à trembler et elle dut s'appuyer contre la balustrade de l'escalier. « Non, non, c'est impossible. Mes parents sont morts dans un accident. » « C'est ce qu'on vous a fait croire, » dit François. « Mais votre mère est bien vivante. Et moi je suis votre père. » Élise les regarda tour à tour, cherchant un signe que tout cela n'était qu'une plaisanterie cruelle. Mais l'émotion sincère qu'elle lisait dans leurs yeux était trop vraie pour être feinte. « Vous êtes mes parents. » Amélie hocha la tête, n'osant pas s'approcher davantage. « Le pendentif que vous portez, c'est moi qui l'ai porté en premier. François me l'avait offert pour mes 24 ans. Et cette berceuse que vous fredonnez parfois, ajouta François. C'est votre mère qui l'a chantée en attendant votre naissance. Élise porta instinctivement la main à son cou, effleurant les saphirs. Mais pourquoi ne m'avez-vous jamais cherché ? Parce que nous ne savions pas que tu étais vivante, répondit Amélie. La voix brisée, on nous a séparés, on nous a menti à tous les trois. Qui a fait ça ? Thierry Marchand, l'homme qui vous a amené à l'orphelinat. Élise s'assit lourdement sur les marches de l'escalier. Toute sa vie, toutes ses certitudes s'écroulèrent d'un coup. Je ne comprends pas, pourquoi aurait-il fait une chose pareille ? Amélie s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Par obsession, il était amoureux de moi depuis des années, mais je ne l'aimais pas. Il aimait François, alors il a essayé de nous séparer, en vous faisant passer pour morte, en me faisant croire que François était mort, et en lui faisant croire que nous étions mortes. Pendant 29 ans, j'ai vécu recluse, droguée, sans savoir qui j'étais vraiment. Élise regardait cette femme qui prétendait être sa mère. Maintenant qu'elle la voyait de près, la ressemblance était troublante. Les mêmes yeux bleu-vert, la même forme de visage, les mêmes mains fines. Ces rêves que je faisais, murmura-t-elle. Cette femme qui chantait, c'était vous. Amélie sourit à travers ses larmes. Tu étais si petite, mais tu étais déjà si belle. Tu avais cette façon de me regarder, comme si tu comprenais tout ce que je te disais. Et cette odeur de jasmin qui me rend toujours nostalgique, c'était mon parfum préféré. Je passais mes journées dans le jardin de jasmin de notre maison. Élise ferma les yeux, sentant des souvenirs enfouis remonter lentement à la surface, des sensations plus que des images, la chaleur d'un corps contre le sien, une voix douce qui chantait, des mains qui la berçaient. « Prouvez-le-moi », dit-elle soudain. « Comment ?» demanda Amélie. « Chantez-moi cette berceuse. Si vous êtes vraiment ma mère, vous devez vous en souvenir. » Amélie hocha la tête et commença à fredonner doucement la mélodie provençale. Sa voix, bien que voilée par l'émotion, était pure et juste. Élise sentit les larmes monter à ses yeux. C'était exactement la mélodie qui hantait ses rêves depuis l'enfance. « Mon Dieu !» chuchota-t-elle. « Tu as cette petite tache de naissance sur l'épaule droite, » continua Amélie. « En forme de papillon. Quand tu étais bébé, je disais que c'était ton ange gardien qui t'avait marqué pour que je puisse toujours te retrouver. » Élise éclata en sanglots. Toutes les pièces du puzzle se mettaient en place. Ces sensations inexpliquées, ces nostalgies sans objet, cette mélancolie qui l'habitait parfois, tout prenait enfin un sens. « Maman » murmura-t-elle. Amélie fondit en larmes et ouvrit les bras. Élise s'y jeta sans hésitation, retrouvant instinctivement le réconfort qu'elle avait cherché toute sa vie sans le savoir. « Ma petite fille, ma petite Élise, comme tu m'as manqué. » François les regardait s'embrasser, le cœur gonflé d'un bonheur qu'il n'avait plus espéré connaître. Sa famille, enfin réunie après 29 ans de séparation. « Papa » dit soudain Élise, en se tournant vers lui. Ce simple mot faillit le faire s'écrouler. Il s'agenouilla devant elle et la serra dans ses bras. « Oui, ma chérie,
je suis ton papa, et je te promets que plus jamais personne ne nous séparera. » Les 3 membres de la famille de Lacroix restèrent enlacés longtemps, pleurant toutes les années perdues et célébrant leur retrouvaille miraculeuse. Mais à quelques kilomètres de là, dans sa ferme désormais vide, Thierry Marchand serrait les poings en regardant des photos de sa Sophie chérie. Il n'avait pas dit son dernier mot. Le lendemain matin, François se réveilla avec un sentiment qu'il n'avait plus connu depuis 29 ans. Le bonheur. Amélie dormait paisiblement à côté de lui dans la suite du resort. Ses traits enfin détendus après des décennies de médicaments et de manipulations. Pour la première fois depuis leur séparation forcée, elle semblait en paix. Ils avaient passé la nuit précédente à parler, à reconstituer patiemment les morceaux de leur histoire brisée. Amélie luttait encore contre les effets des drogues que Thierry lui administrait, mais ses souvenirs revenaient par vagues, de plus en plus clairs et précis. Un coup discret à la porte les réveilla. Élise apparut sur le seuil, portant un plateau avec le petit déjeuner. Ses yeux étaient encore rougis par les pleurs de la veille, mais elle souriait. « Bonjour, papa, bonjour, maman. » Ces mots simples firent fondre le cœur d'Amélie. Elle se redressa dans le lit et tendit les bras vers sa fille. « Bonjour, ma chérie. Tu as bien dormi. »« Pas vraiment, » avoua Élise en posant le plateau sur la table basse. « Je n'arrêtais pas de penser à tout ce qui s'est passé hier. J'ai l'impression de vivre un rêve. » François se leva et l'embrassa sur le front. « C'est normal. Nous avons tous besoin de temps pour nous habituer à cette nouvelle réalité. » Élise s'assit au bord du lit. Près d'Amélie, elle observait sa mère avec une curiosité mêlée de tendresse, cherchant à retrouver dans ce visage marqué par les années les traits de la femme de ses rêves d'enfant. « Maman, raconte-moi comment j'étais quand j'étais bébé. » Amélie sourit. Les larmes aux yeux, tu étais si éveillée, si curieuse de tout. Tu avais cette façon de me regarder, comme si tu voulais comprendre le monde entier, et tu adorais qu'on te chante. Dès que je commençais une mélodie, tu te calmais instantanément. « J'aime toujours autant la musique, » murmura Élise. « Et les plantes, j'ai toujours eu cette passion pour les jardins. »« C'est de famille, » dit François. « Ta mère avait transformé notre balcon parisien en véritable jungle tropicale. Elle parlait à ses plantes comme à des amis. » Amélie rit doucement. « Je faisais ça, je ne me souvenais plus. Tu disais que les plantes ressentaient tout, qu'elles avaient besoin d'amour autant que d'eau et de soleil. » Élise prit la main de sa mère. « C'est exactement ce que je pense. Les autres jardiniers se moquent parfois de moi parce que je parle à mes fleurs. »« Alors tu es bien ma fille, » dit Amélie en serrant sa main. Un silence ému s'installa. François observait ces 2 femmes qu'il aimait plus que tout au monde, enfin réunies. Mais il savait que leur bonheur restait fragile. Thierry n'accepterait jamais de perdre Amélie si facilement. « Il faut que nous parlions de Thierry, » dit-il finalement. Le visage d'Amélie se ferma. « Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Il a détruit nos vies par pur égoïsme. C'est justement pour ça qu'il est dangereux. Un homme capable de maintenir un mensonge pendant 29 ans ne va pas abandonner maintenant. » Élise fronça les sourcils. « Vous pensez qu'il va essayer de vous retrouver ? J'en suis certain. Amélie était toute sa vie. Sans elle, il n'a plus rien. » Comme pour confirmer ses craintes, le téléphone de François sonna, numéro inconnu. « Allô ? François, c'est Thierry ?» La voix était calme. Trop calme ? François activa le haut-parleur pour qu'Amélie et Élise puissent entendre. « Que veux-tu, Thierry ? Te proposer un marché ? Quel marché ? Rends-moi Sophie et je disparais de vos vies pour toujours. Elle s'appelle Amélie et elle n'est pas un objet qu'on peut échanger. » Un silence. Puis un rire amer. « Tu crois vraiment qu'elle va pouvoir s'adapter à sa nouvelle vie ? Après 29 ans sous traitement médical, elle est fragile, François. Elle a besoin de quelqu'un qui comprenne son état. » Amélie prit le téléphone des mains de François. « Thierry, c'est moi, stoppe ça tout de suite. »« Sophie, ma chérie, tu me manques déjà tellement. Je ne suis pas Sophie, je suis Amélie, et je ne reviendrai jamais vers toi. » Tu dis ça maintenant, mais attends de voir les crises d'angoisse, les troubles de la mémoire, les cauchemars. François ne saura pas s'occuper de toi comme je l'ai fait. Tu ne t'es pas occupé de moi, tu m'as empoisonné l'esprit. Je t'ai protégée de la vérité, tu étais brisée, détruite. Sans moi, tu serais morte dans cet accident. Élise arracha le téléphone des mains de sa mère.
Écoutez-moi bien, monsieur Marchand. Je ne sais pas qui vous êtes vraiment, mais vous avez détruit ma famille. Vous m'avez privé de mes parents, et vous avez privé mes parents de leur fille. Laissez-nous tranquilles maintenant. » Un silence glacial accueillit ces paroles. « Qui est-ce » demanda finalement Thierry. « C'est Élise, votre victime, l'enfant que vous avez abandonné dans un orphelinat. Élise » La voix de Thierry se brisa. « Ma petite Élise, tu es devenue si grande. Je ne suis pas votre petite Élise. Vous n'avez aucun droit sur moi. Si tu savais comme j'ai regretté, comme j'aurais voulu te garder, mais vous ne l'avez pas fait, vous avez préféré effacer toute trace de mon existence pour mieux manipuler ma mère. » François reprit le téléphone. « C'est fini, Thierry. Nous connaissons la vérité maintenant. Tu n'as plus aucun pouvoir sur nous. » « Tu te trompes, François. J'ai des photos de Sophie dans tous ses états ces dernières années, des enregistrements de ses crises, de ses moments de confusion. Si cette histoire arrive devant un tribunal, qui va croire qu'elle est capable de prendre ses propres décisions? » François sentit le sang se glacer dans ses veines. « Tu n'oseras pas. Essaie-moi. Rends-moi Sophie. Ou je détruis sa réputation et je prouve qu'elle est inapte mentalement. » Elle finira en hôpital psychiatrique. Amélie arracha de nouveau le téléphone. « Thierry, tu as déjà assez fait de mal. Laisse-nous reconstruire notre famille en paix. Notre famille, c'était toi et moi, Sophie, pendant 29 ans. Tu ne peux pas effacer ça comme si rien ne s'était passé. » « Si, je peux, parce que cette famille était basée sur un mensonge. Tu m'as volé ma vraie vie. Je t'ai donné une nouvelle vie, meilleure que celle que tu aurais eue avec lui. » Élise reprit le téléphone, folle de rage. Une vie meilleure, en la droguant, en l'isolant du monde, en lui mentant sur la mort de son enfant. Vous êtes malade. Petite fille ignorante, tu ne comprends rien à l'amour véritable. J'ai consacré ma vie entière à ta mère. Non, vous avez consacré votre vie à une obsession malsaine. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la possession. François reprit l'appareil. Écoute-moi bien, Thierry. Si tu nous approches encore, si tu menaces ma famille, j'irai moi-même porter toutes les preuves de tes crimes à la police. Enlèvement, séquestration, administration forcée de substances médicales, falsification de documents officiaux. Tu passeras le reste de ta vie en prison. Et toi, tu passeras le reste de ta vie à soigner une femme brisée psychologiquement. Tu verras si c'est si facile de réparer 29 ans de dégâts. » Thierry raccrocha brutalement. François, Amélie et Élise se regardèrent, bouleversés par cette conversation. « Il ne renoncera jamais, » murmura Amélie. « Je le connais. Quand il veut quelque chose, il est capable de tout. Alors nous devrons être plus forts que lui, » dit François en prenant sa femme et sa fille dans ses bras. « Nous sommes une famille maintenant, et rien ni personne ne nous séparera de nouveau. » Mais dans le fond de son cœur, François savait que le combat ne faisait que commencer. Thierry avait eu 29 ans pour parfaire ses mensonges et ses manipulations. Il ne se laisserait pas vaincre si facilement. La guerre pour leur bonheur familial venait de commencer. 3 jours après l'appel menaçant de Thierry, François avait pris ses dispositions. Maître Dubois était arrivé de Paris avec un dossier complet sur les crimes de Thierry, et un commissaire de police de Marseille était en route pour recueillir les témoignages. Il était temps de mettre fin à 29 ans de mensonges. Amélie était assise dans le salon du resort, tenant la main d'Élise. Ses souvenirs revenaient de plus en plus clairement maintenant qu'elle n'était plus sous l'effet des médicaments. Chaque détail retrouvé renforçait sa détermination à faire payer Thierry pour ses crimes. « Maman, tu es sûre que ça va aller ?» demanda Élise avec inquiétude. « Oui, ma chérie. C'est même nécessaire. Thierry doit répondre de ses actes. » François entra dans le salon, accompagné d'un homme d'une 50aine d'années en costume sombre. « Commissaire Moreau, voici ma fiancée Amélie et notre fille Élise. » Le commissaire serra la main d'Amélie avec compassion. « Madame, je suis désolée de ce que vous avez enduré. Nous allons faire tout notre possible pour que justice soit rendue. » « Merci. Commissaire, je suis prête à témoigner. » « Parfait. Commençons par le commencement. Parlez-moi de cette nuit de septembre 1994. » Amélie inspira profondément et commença son récit. « J'avais découvert que Thierry préparait quelque chose contre François. Il avait embauché des hommes, parlé d'un accident sur la route de montagne. J'ai voulu prévenir François, mais Thierry m'a surprise au téléphone. Qu'est-il arrivé ensuite ? Il a essayé de me convaincre que François ne m'aimait pas vraiment, qu'il allait m'abandonner à cause de la grossesse. Quand j'ai refusé de l'écouter, il est devenu violent. J'ai pris ma voiture pour fuir et rejoindre François.
Et Thierry vous a suivi ? Oui, il m'a rattrapé sur la départementale 15, il roulait comme un fou, essayant de me faire arrêter. Puis il m'a percuté volontairement. Les larmes coulaient sur ses joues, mais sa voix restait ferme. Je me souviens de la voiture qui fait des tonneaux, du bruit du métal qui se tord, et puis le noir. Quand avez-vous repris conscience ? Des semaines plus tard, dans une clinique privée, Thierry était là. Il pleurait en me tenant la main. Il m'a dit que François était mort dans un autre accident, que j'avais perdu le bébé, que j'étais la seule survivante. Vous l'avez cru. J'avais perdu la mémoire à cause du choc. Je ne me souvenais de rien, à part des fragments épars. Et Thierry, il avait l'air si sincère, si désespéré. Pourquoi aurais-je douté ? François serra les poings en entendant ce récit. Chaque mot le remplissait d'une rage froide contre son ancien ami. « Commissaire », intervint Maître Dubois, « j'ai ici les relevés bancaires de Thierry Marchand pour la période 1994-1995. Des sommes importantes ont été versées à plusieurs personnes. Le médecin de la clinique, un expert automobile, même un employé de la préfecture chargé des certificats de décès. Il a soudoyé tout le monde, murmura Amélie. Et voici les enregistrements que Thierry a lui-même réalisés, continua l'avocat en sortant un magnétophone. Il documentait méticuleusement l'état mental de madame, prétendument pour son suivi médical. Il appuya sur play. La voix de Thierry résonna dans la pièce. 15 mars 2010. Sophie a encore eu une crise aujourd'hui. Elle prétend se souvenir d'un homme brun qui lui apportait des fleurs. J'ai augmenté le dosage de l'orazépam. Il faut absolument qu'elle oublie François définitivement. Amélie blêmit. Il enregistrait mes crises. 22 juin 2015. Sophie demande encore pourquoi elle n'a pas d'enfant. Je lui ai rappelé l'histoire du bébé mort dans l'accident. Elle a pleuré toute la nuit. Parfois, je me demande si j'ai bien fait de sauver cette petite fille. Mais c'était le seul moyen d'effacer définitivement François de sa mémoire. Élise se leva d'un bond, livide. Il savait. Il a toujours su que j'étais vivante. François dut la retenir pour l'empêcher de sortir. Il avoue tout sur ses enregistrements, dit Maître Dubois. L'accident volontaire, la manipulation psychologique, l'administration forcée de médicaments, et ça, dit le commissaire en sortant un dossier. C'est le témoignage du docteur Ravier que nous avons interrogé hier. Il avoue avoir prescrit des psychotropes à une patiente pendant des années sans justification médicale réelle, sous la pression financière de Thierry Marchand. Il va être arrêté ? Demanda Élise. Tous les deux vont être arrêtés. Enlèvement, séquestration, administration forcée de substances, corruption. Thierry Marchand va passer de très longues années en prison. À cet instant, la porte du salon s'ouvrit brutalement. Thierry se tenait sur le seuil, l'air hagard, les vêtements froissés. Il pointait une arme vers François. Personne ne bouge. Amélie poussa un cri et serra Élise contre elle. Le commissaire porta la main à son holster, mais Thierry le menaça immédiatement. N'y pensez même pas. Posez votre arme par terre. Doucement. Thierry, qu'est-ce que tu fais ? Dit François en essayant de rester calme. Ce que j'aurais dû faire il y a 29 ans. Te supprimer définitivement. Ses yeux brillaient d'une lueur de folie. Il était manifestement à bout de nerfs. Sophie, viens avec moi maintenant. Non, dit Amélie d'une voix ferme. Je ne suis plus Sophie. Je suis Amélie. Et ma place est ici, avec ma vraie famille. Ta vraie famille. Thierry éclata d'un rire hystérique. C'est moi, ta famille, depuis 29 ans. J'ai tout sacrifié pour toi. Tu n'as rien sacrifié. Tu as volé nos vies par égoïsme. J'ai fait ça par amour. Non. Élise se leva, défiant l'arme pointée sur elle. Vous avez fait ça par obsession. L'amour, ça respecte la liberté de l'autre. Ça ne manipule pas, ça ne ment pas, ça ne drogue pas. Petite insolente, tu ne sais rien de l'amour. Si, je vois l'amour vrai entre mes parents, un amour qui a survécu à 29 ans de séparation, ça, c'est de l'amour, pas votre pathétique obsession. Thierry trembla de rage et dirigea son arme vers Élise. Tu n'aurais jamais dû naître. Tu as toujours été un obstacle entre Sophie et moi. Thierry, non. Amélie se jeta devant sa fille. François profita de cette seconde d'inattention pour bondir sur Thierry. Les deux hommes luttèrent pour l'arme. Un coup de feu retentit. Thierry s'effondra, touché à l'épaule. Le commissaire se précipita pour le maîtriser et lui passer les menottes. Thierry Marchand, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, séquestration, administration forcée de substances médicales et tentative de meurtre.
Thierry leva vers Amélie un regard empli de désespoir. « Sophie, tu ne peux pas me laisser. Je t'aime. » Amélie s'approcha de lui, le dominant de toute sa hauteur retrouvée. « Tu n'as jamais su ce que signifiait aimer. Aimer, c'est vouloir le bonheur de l'autre, même si ce bonheur ne passe pas par soi. Tu n'as jamais voulu mon bonheur, Thierry. Tu n'as voulu que ta satisfaction égoïste. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que tu as fait contre moi, contre nous, tu as détruit 3 vies par pur égoïsme. » Thierry ferma les yeux, réalisant enfin l'énormité de ses crimes. Je voulais juste qu'elle m'aime. »« On ne force pas l'amour, » dit François. « On le mérite. » Les policiers emmenèrent Thierry, qui pleurait maintenant comme un enfant. En sortant, il se retourna une dernière fois vers Amélie. « Pardonne-moi, Sophie, pardonne-moi. » Amélie le regarda s'éloigner sans un mot, puis elle se tourna vers François et Élise et les prit dans ses bras. « C'est fini, » murmura-t-elle. « Enfin, c'est fini. » Pour la première fois depuis 29 ans, la famille Delacroix était vraiment libre. 6 mois plus tard, le soleil de mai brillait sur la propriété que François avait achetée dans les collines provençales, non loin du domaine de la Lavande où tout avait commencé. La vieille bastide du XVIIIe siècle avait retrouvé sa splendeur d'antan grâce aux soins attentifs d'Amélie et d'Élise, qui avaient transformé les jardins en un véritable paradis fleuri. Amélie se tenait devant le miroir de leur chambre, ajustant sa robe blanche simple mais élégante. Ses cheveux, désormais libres de toute trace des médicaments de Thierry, avaient retrouvé leur éclat naturel. Son visage rayonnait d'une sérénité qu'elle n'avait plus connue depuis ses 25 ans. « Maman, tu es magnifique, » dit Élise en entrant, portant elle aussi une robe estivale couleur lavande. « Merci ma chérie, toi aussi, tu es resplendissante. » 6 mois avaient suffi à créer entre elles un lien aussi fort que si elles ne s'étaient jamais quittées. Élise avait emménagé dans la propriété, occupant l'ancien atelier d'artiste qu'elle avait transformé en serre pour ses plans les plus précieux. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes, de nouveaux souvenirs partagés qui comblaient peu à peu le vide de 29 années perdues. « Papa est prêt ?» demanda Amélie. « Il t'attend dans le jardin avec le notaire, et devine qui d'autre est arrivé. »« Qui ? Sœur Marie-Claire. Elle a tenu à faire le voyage depuis Marseille pour assister à la cérémonie. » Amélie sourit, émue. La religieuse qui avait élevé Élise était devenue une sorte de grand-mère de substitution pour toute la famille. « Et Thierry ?» demanda-t-elle plus sombrement. « Condamné à 15 ans de prison hier matin, enlèvement, séquestration, administration forcée de substances. Il ne sortira pas avant longtemps. » Amélie hocha la tête. Elle ne ressentait plus ni colère ni haine envers son ancien geôlier, seulement une profonde tristesse pour cette vie gâchée par l'obsession. Tant mieux, il pourra peut-être se faire soigner en prison. Élise prit la main de sa mère. « Tu es prête pour ce grand jour ? » « Plus que prête. J'ai attendu 32 ans pour épouser ton père. » Elles descendirent ensemble vers le jardin, où une petite assemblée s'était réunie sous les glycines en fleurs. François, élégant dans son costume bleu marine, discutait avec le maire du village qui officierait la cérémonie. Sœur Marie-Claire était assise au premier rang, les larmes aux yeux. Tenant dans ses mains la couverture brodée d'Élise qu'elle avait conservée toutes ces années, Maître Dubois était là aussi, avec son épouse, ainsi que quelques employés du domaine de la Lavande qui avaient assisté aux retrouvailles miraculeuses de la famille. Même Bernard, l'ancien complice de Thierry qui avait fini par témoigner contre lui, était venu présenter ses excuses et assister au mariage. Quand François vit Amélie descendre l'escalier de pierre, son visage s'illumina d'un bonheur pur. 32 ans après leur première rencontre, elle était toujours la plus belle femme du monde à ses yeux. « Tu es éblouissante », murmura-t-il en lui prenant la main. « Pas autant que notre fille. » Ils regardèrent Élise qui disposait des pétales de rose sur l'allée, chantonnant doucement la berceuse provençale qui était devenue l'hymne de leur famille retrouvée. « Mes chers amis, » commença le maire, « nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de François Delacroix et d'Amélie Moreau, une union qui aurait dû avoir lieu il y a 29 ans, mais que la vie a voulu reporter à aujourd'hui. » Il marqua une pause. Ému par l'histoire extraordinaire de ce couple. « François, acceptez-vous de prendre Amélie pour épouse, de l'aimer et de la chérir dans la joie comme dans l'épreuve, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. »« Oui, je le veux, » répondit François d'une voix ferme, « et je promets de rattraper chaque jour perdu, chaque sourire manqué, chaque « je t'aime »
que je n'ai pas pu lui dire. Amélie pleurait de bonheur. Amélie, acceptez-vous de prendre François pour époux, de l'aimer et de le chérir dans la joie comme dans l'épreuve, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux, dit-elle en serrant la main de François. Et je promets de ne plus jamais laisser personne nous séparer. François sortit de sa poche l'alliance qu'il avait achetée 32 ans plus tôt et qu'il avait conservée précieusement tout ce temps. Il la glissa au doigt d'Amélie avec une infinie tendresse. Avec cette alliance, je t'épouse. Avec mon corps, je t'honore. Avec mes biens, je te dote, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amélie sortit à son tour l'alliance de François, celle qu'Élise avait retrouvée dans ses affaires personnelles récupérées chez Thierry. Avec cette alliance, je t'épouse. Avec mon corps, je t'honore. Avec mes biens, je te dote, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage, François. Vous pouvez embrasser votre épouse. François prit Amélie dans ses bras et l'embrassa avec toute la passion retenue de 29 années de séparation. Les invités applaudirent, mais le couple ne les entendait plus. Ils étaient seuls au monde, enfin réunis. Élise s'approcha d'eux, les larmes aux yeux. « Félicitations, papa et maman. » Ils l'enlacèrent tous les deux, formant cette famille qu'ils avaient rêvée tant d'années auparavant. La soirée se prolongea dans la joie et l'émotion. Sœur Marie-Claire raconta des anecdotes sur l'enfance d'Élise. François parla de ses années de solitude et de sa détermination à retrouver un jour sa famille. Amélie évoqua ces fragments de souvenirs qu'il avait le gardé en vie pendant ses années de captivité. Vers minuit, quand tous les invités furent partis, François, Amélie et Élise se retrouvèrent seuls dans le jardin parfumé. La lune éclairait les massifs de jasmin qu'Amélie avait plantés dès son arrivée. « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel », murmura Élise. « Il y a 6 mois, j'étais une orpheline qui se demandait d'où elle venait. Maintenant, j'ai les parents les plus merveilleux du monde. » « Et nous avons la plus merveilleuse des filles, » répondit François. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Amélie. « Maintenant, on vit, » dit François. « On rattrape le temps perdu. On se crée de nouveaux souvenirs. On vieillit ensemble comme on aurait dû le faire depuis le début. Et on agrandit la famille, » suggéra Élise avec un sourire malicieux. François et Amélie la regardèrent. Surpris. « Comment ça ? Eh bien, j'aimerais bien avoir des petits frères et sœurs. Bon, d'accord. Vous n'êtes plus tout jeunes, mais adoptés. Pourquoi pas ?» François et Amélie éclatèrent de rire. « Ma chérie, » dit Amélie, « nous avons tellement de rattrapage à faire avec toi que nous n'aurons pas le temps de nous ennuyer. Et puis, » ajouta François, « il y a plein d'enfants au village qui viennent déjà traîner dans le jardin pour écouter ta mère, leur raconter des histoires de plantes magiques. » C'était vrai. Amélie avait rapidement trouvé sa place dans la communauté locale. Proposant des ateliers de jardinage pour les enfants et les adolescents, sa douceur naturelle et sa passion pour la nature en avaient fait une figure appréciée de tous. « Au fait, » dit Élise, « j'ai une surprise pour vous. » Elle courut vers la maison et revint avec un petit pot contenant une jeune pousse. « J'ai réussi à faire germer une graine de jasmin à partir de la plante du jardin de votre ancienne maison parisienne. Maître Dubois m'a aidé à la récupérer. » François et Amélie regardèrent la petite pousse avec émotion. C'était un lien direct avec leur passé, une promesse d'avenir. « On la plantera demain, » dit Amélie, « juste là, devant la fenêtre de notre chambre, pour qu'elle nous réveille avec son parfum chaque matin, » ajouta François. Élise les serra dans ses bras. « Je vous aime, papa et maman. Nous aussi, ma chérie, plus que tout au monde. » Sous les étoiles de Provence, la famille de la Croix contemplait l'avenir avec sérénité. Ils avaient survécu à la plus cruelle des épreuves. Ils avaient retrouvé l'amour, la confiance, l'espoir. Certains amours sont si forts que ni le temps, ni la distance, ni même la plus perfide des manipulations ne peuvent les détruire. L'amour de François et Amélie était de ceux-là, éternel, indestructible, plus fort que tout. Et maintenant, ils avaient toute la vie devant eux pour le célébrer.